Il y a deux grandes nouveautés dans le cloud AWS ces 2 dernières semaines, toutes les deux dans le monde de l'intelligence artificielle et de la donnée. La première, c'est la mise à disposition à toutes et à tous de Amazon Bedrock, après plusieurs mois de preview. Puis la seconde, c'est le lancement d'un service entièrement managé pour transférer vos données depuis Kafka vers S3. Je vous explique tout ça et un peu plus parce qu'en fin d'épisode, je parlerai aussi de Lambda, d'IPv6 et de Amazon Code Whisperer. C'est dans l'épisode du podcast AWS en français. C'est parti, c'est maintenant. Bonjour, bienvenue dans cet épisode du podcast AWS en français, enregistré un peu plus tôt dans la semaine que d'habitude. L'épisode du vendredi, en général, je l'enregistre le vendredi très tôt le matin ou le jeudi soir pour vous faire part des nouvelles des 2 dernières semaines, des nouveaux services ou des nouvelles fonctions qui sont apparues dans le cloud AWS. Aujourd'hui, pour des raisons de logistique, j'enregistre un peu plus tôt, j'enregistre tard le mercredi soir. Donc, s'il y a une grande annonce demain, jeudi, c'est-à-dire hier pour vous, au moment où vous écoutez cet épisode, pardonnez-moi, on en parlera dans l'épisode prochain. 2 grandes annonces, 2 nouveaux services, une capacité et un service qui ont attiré mon attention ces 2 dernières semaines, et je vais consacrer l'essentiel du podcast d'ailleurs à ces 2-là. Le premier, c'est Amazon Bedrock. Ça fait déjà quelques épisodes que je vous parle de Bedrock parce qu'il était en preview depuis le mois d'avril, depuis le mois de mai, quelque chose comme ça. Donc Amazon Bedrock, c'est un service entièrement managé pour vous donner accès, pour que vous puissiez intégrer à vos applications des fonctionnalités de Generative AI, d'intelligence artificielle générative. Vous savez, c'est cette capacité de génération de contenu, que ce soit de texte, de faire des résumés de texte, de décrire quelque chose, d'avoir une conversation ou même de générer des images, sont fournis grâce à des modèles qu'on appelle des foundation models. Il y a évidemment le modèle de OpenAI et ChatGPT qui a fait beaucoup parler de lui, mais il y en a d'autres. Il y a ceux d'Anthropic comme Claude, il y a ceux de Stable Diffusion comme Stable AI comme Stable Diffusion qui permettent de générer des images. Et si vous voulez intégrer ce genre de modèle à vos applications, c'est assez compliqué parce qu'il faut les acquérir, ces modèles, il faut les stocker quelque part, et puis il faut du compute, il faut exposer une API devant, etc. Donc ce que fait Amazon Bedrock, il fait tout ça pour vous. Il vous donne accès à une API unifiée qui vous permet d'accéder à plusieurs modèles. En gros, très haut niveau, vous avez 2 API. Une qui permet de lister les modèles qui sont disponibles sur Bedrock et une pour invoquer un modèle avec votre prompt et les caractéristiques ou les paramètres de ce modèle que vous souhaitez impliquer. Alors, à quoi ça peut servir dans vos applications? À faire des chats, évidemment, à faire des question and answer, à faire des knowledge base, à répondre à des questions des clients, à faire du résumé de texte, et des choses ainsi. Alors moi j'utilise dans des démos, j'ai codé une petite démo cette semaine pour générer du code. En général les modèles sont bien entraînés sur du code. Par exemple générer des structures de données sur base d'un JSON quand on utilise des langages fortement typés, c'est quelque chose qui est toujours assez ennuyant. Générer des tests unitaires, analyser du code pour retrouver des failles de sécurité dans le code ou des bugs dans le code, expliquer des stack traces. C'est le genre de choses que ces modèles font particulièrement bien. Donc l'avantage de Bedrock, c'est que j'ai pas à gérer d'infrastructure. Toute l'infrastructure est gérée, c'est en serverless. J'ai juste une API que je peux appeler depuis mes applications. Alors ça, c'est ce qui est disponible aujourd'hui, mais il y a d'autres choses qui sont en preview dans Bedrock et qui vont encore rester en preview pendant un petit temps. Il y a la possibilité de customiser les modèles, parce que les modèles dont je vous ai parlé, ceux de Stable Diffusion, d'Anthropic et les autres qui sont disponibles sur Bedrock, ce sont des modèles de base génériques, mais vous pouvez évidemment les customiser avec vos propres données, donc rajouter un ensemble de données pour fine-tuner, comme on dit, ces modèles pour vos données propres. Donc ça, c'est la première chose que vous pourrez faire avec Bedrock, c'est d'être capable de générer vos propres modèles qui sont tunés pour un domaine métier particulier. L'autre moyen de rendre les réponses plus pertinentes, c'est d'utiliser ce qu'on appelle du RAG. J'ai perdu l'acronyme de RAG. Ça me reviendra, c'est pas grave. L'idée, c'est de dire
je vais rajouter du contexte dans mes prompts. Par exemple, vous avez une base de connaissances, un ensemble de documentation produit, par exemple. Vous pouvez en calculer une forme vectorielle, parce que c'est ça que les foundation models, c'est sur ce type de données que les foundation models travaillent. Vous pouvez donc transformer vos documents en vecteurs, inclure ces vecteurs dans le prompt que vous passez au foundation model pour qu'il y ait plus de contexte, et de cette manière, il donnera des résultats plus pertinents. Alors ça a l'air compliqué comme ça, transformer des documents en vecteurs, les injecter dans le prompt, mais Bedrock rend ça extrêmement facilement. Il y a même un connecteur avec S3, donc vous pointez Bedrock sur un de vos buckets S3, il va automatiquement parser les documents, les stocker dans la base de données vectorielle de votre choix, et là vous avez le choix entre quelques possibilités également, et il se chargera automatiquement d'invoquer un agent à l'invocation du prompt pour aller chercher ces vecteurs en plus, ce contexte en plus. Donc ça, c'est la possibilité qu'on appelle dans Bedrock de faire du knowledge base. Et puis le troisième moyen de faire des prompts plus pertinents, c'est d'y ajouter des informations en temps réel, c'est-à-dire que pendant la résolution d'une query, Bedrock soit capable d'appeler un agent, et là vous devez développer du code un peu, qui va appeler une API à vous pour aller chercher des données qu'il ne connaissait pas au moment où le modèle a été entraîné. Par exemple, des données en temps réel, on pense évidemment à des données financières, de place de marché, de statut de compte, mais aussi des réservations de restaurants, d'hôtels, des disponibilités par exemple de chambres d'hôtel ou de tables de restaurant à une date donnée. Alors les agents, ça m'intrigue quand même pas mal sur Bedrock, parce que pour avoir développé quand même pas mal d'agents depuis des années et des années, souvent on est habitué, enfin presque toujours on est habitué à fournir une API. Voilà, si j'ai créé un agent, je dois créer une fonction qui reçoit tel et tel argument en entrée et qui donne ça et ça en sortie. Ici, l'interface avec les large language models est un peu différent. Quand je fournis un agent à Bedrock, je donne une description, un prompt qui dit de quoi l'agent est capable, et c'est sur la qualité de ce prompt que le modèle va décider si ou non la question posée par l'utilisateur peut avoir une réponse avec mon agent. Ici, oui, il va appeler l'agent, récupérer les données et réinjecter les données dans sa réponse. Donc le contrat d'API est en natural language, en langage naturel, ce qui est un peu différent. Voilà, c'est très très gai de jouer avec Bedrock en tant que développeur, parce que c'est extrêmement simple, c'est vraiment une API à appeler, avec quelques paramètres. On change de modèle relativement facilement, on passe de l'un à l'autre. Évidemment, les paramètres exacts ou le fine-tuning des questions qu'on va poser dépendent un peu des modèles, donc on ne peut pas réutiliser exactement un prompt d'un modèle à l'autre, pas en tout cas avec la même pertinence. Ça me fait un peu penser au début de JDBC ou d'ODBC. J'ai déjà dit dans ce podcast, on a une API pour appeler une base de données et on passe du SQL, et le SQL peut changer un peu en fonction du modèle de la base de données à laquelle on parle. C'est un peu l'idée de Bedrock aussi, sauf que c'est en plus entièrement managé, donc vous n'avez pas à déployer les modèles. Il y a en plus dans la console de Bedrock un playground, il y a plein d'exemples de code, il y a un playground de chat et d'images où vous pouvez poser des questions, expérimenter vos prompts et voir les réponses sur différents modèles pour trouver le modèle qui correspond le mieux à votre cas d'utilisation. Je vous mets comme d'habitude le lien vers le blog post qui parle de la disponibilité de Bedrock. Il a été écrit par ma collègue Antje Barth. Et posez-vous la question, qu'est-ce que le Generative AI peut faire pour vous et pour vos clients, et pensez aux use cases que vous allez pouvoir intégrer dans vos applications. Voilà, après ce long passage sur Bedrock, une autre nouveauté cette semaine dans le monde de la data, et je sais que vous êtes nombreux dans le monde de la data à écouter le podcast, je vous en remercie, notamment beaucoup d'auditeurs du podcast Big Data Hebdo écoutez également le podcast AWS en français. Si vous êtes dans le monde de la data, vous connaissez Kafka, ce système d'ingestion de données en temps réel. Vous savez que AWS a un système managé de manière à ce que vous n'ayez pas à gérer l'infrastructure de Kafka, ça s'appelle
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka. Et un de vos use cases très courants est de transférer les données d'Apache Kafka vers un data lake, typiquement vers Amazon S3. Mais pour ce faire, c'était pas super facile parce que vous devez écrire un connecteur pour Kafka. Typiquement, vous allez utiliser le Kafka Connected Framework, donc il y a du code à écrire. Et puis ce code, il faut le déployer sur une machine qui doit toujours être disponible, qui doit peut-être scaler à 2, 3, 4 machines en fonction du volume de data que vous voulez déplacer entre Kafka et S3. Dans votre code, vous devez tenir compte des erreurs de connexion, faire des retries, être certain de ne pas perdre un record, de ne pas perdre un enregistrement de données. Donc tout ça, c'était pas mal de boulot et vous étiez plusieurs à nous dire on aimerait bien un système plus simple. Et bien voilà, c'est disponible. Maintenant, il est possible de configurer en quelques clics dans Amazon Kinesis Data Firehose un connecteur qui va d'un côté lire les données qui arrivent dans votre cluster MSK, donc Managed Streaming for Kafka, et de l'autre côté aller les écrire dans S3 en appliquant des transformations. Donc il peut transformer les données au format parquet par exemple, si c'est ça que vous utilisez, ou au format ARC. Il peut compresser les données aussi, on supporte gzip, zip et snappy. Et puis pour des transformations plus compliquées, éventuellement vous pouvez écrire une fonction lambda qui sera invoquée à chaque record pour transformer les données de la façon dont vous le souhaitez. Tout ça, ça se configure extrêmement simplement. On part de la console de Kinesis Data Firehose, on donne le nom, le pointeur vers le cluster Kafka, le bucket S3, les transformations qu'on veut faire au milieu, on fait clic et c'est AWS qui gère l'entièreté de l'infrastructure, la logique de reconnexion en cas d'erreur, la gestion des erreurs, etc. Donc ça se fait vraiment en quelques clics dans la console. C'est moi qui ai écrit l'article d'annonce de cette nouvelle fonctionnalité d'MSK. Allez voir l'article si vous travaillez avec MSK, avec Kafka et S3. Et puis rapidement pour terminer, 3 petites nouvelles. La première concerne Lambda. Vous savez que pour tester Lambda, il faut souvent générer des événements JSON qui représentent le payload que votre fonction Lambda va recevoir quand elle sera invoquée par API Gateway ou par SQS ou par SNS, etc. Typiquement, moi j'allais dans la console en général et je générais des payloads dans la console où je déployais ma fonction Lambda et je l'appelais en vrai pour une fois. Puis je rajoutais un print ou un console log dans mon code pour capturer des événements. Et bien maintenant, vous allez pouvoir générer des événements de test directement depuis la ligne de commande SAM. Donc si vous utilisez SAM, vous pouviez déjà tester vos fonctions lambda, que ce soit en remote ou en local, même avant de les déployer. Mais vous ne pouviez pas générer ce payload JSON qu'il faut envoyer à votre fonction pour la tester. Il fallait aller la chercher par les moyens que je viens de décrire avant. Donc maintenant, depuis la ligne de commande SAM, vous pouvez générer vos payloads JSON. C'est pas révolutionnaire, mais enfin voilà, c'est le genre de choses quand on développe, ça fait toujours plaisir et ça simplifie un peu la vie. Les Application Load Balancer, les Network Load Balancer supportent maintenant des targets qui sont IPv6. Vous savez, derrière un Load Balancer, vous spécifiez des cibles vers où le Load Balancer doit envoyer le trafic. Ça peut être des containers, ça peut être des instances EC2, ça peut être des instances IPv4 statiques, ou ça peut être maintenant des instances, des adresses IPv6, ce qui est bien pratique puisqu'on a aussi annoncé que les adresses IPv4 allaient être payantes à partir de l'année prochaine. Donc chaque service qui embrasse un peu plus IPv6 vous rendra la vie plus facile. On a fait tout un épisode du podcast il y a un an et demi au sujet d'IPv6. Je vous mets les liens vers cet épisode également si vous voulez retourner un peu dans l'histoire du podcast AWS en français et écouter cet épisode où on parle d'IPv6 sur AWS. Et puis j'ai commencé avec le Generative AI, je vais terminer avec le Generative AI. Vous connaissez peut-être Amazon Code Whisperer, qui est cet assistant de code qui se déploie dans vos IDE, VS Code ou les IDE de la famille JetBrains, comme IntelliJ par exemple, et qui est capable de prédire du code, soit de vous donner une description en commentaire de la fonction que vous souhaitez rentrer, soit simplement le header de la fonction, il va vous générer du code pour vous. C'est assez magique et j'aime bien me laisser surprendre au moment où je m'y attends pas.
pas. Tout d'un coup, il me suggère du code qui fait exactement ce que j'ai besoin. Ça fait gagner pas mal de temps. Vous savez qu'il y a une version Enterprise aussi de Code Whisperer que vous pouvez fine-tuner sur votre code à vous, vos repos de code à vous, et où vous pouvez, il y a des tas de métriques pour mesurer l'usage au sein de votre entreprise et mesurer les gains de productivité apportés par Code Whisperer pour entreprise. Mais dans la version de base non-enterprise est gratuite, il ne faut même pas un compte AWS, il suffit d'un Builder ID et vous pouvez activer Code Whisperer dans Visual Studio Code ou sur IntelliJ. Alors pourquoi je parle de Code Whisperer dans le podcast aujourd'hui? C'est parce qu'il supporte des nouveaux langages. Alors évidemment, au début on supportait Java, Python, TypeScript, JavaScript, etc. On a rajouté Go, Kotlin, PHP, Rust, et SQL, en plus donc de Java, JavaScript, Python, TypeScript et C#, ça fait 15 langages de programmation qui sont supportés maintenant par Code Whisperer. Si vous n'avez pas encore essayé Code Whisperer, donnez-lui sa chance, essayez-le, installez le plugin dans Visual Studio Code, c'est le plugin AWS simplement, peut-être que vous l'avez déjà, ou sur IntelliJ. Voilà pour cet épisode du podcast AWS en français de cette semaine, vendredi 6 octobre, enregistré le mercredi 4 octobre au soir, avec un fort volet de Generative AI, et quelque chose me dit qu'on parlera encore de Bedrock dans les prochains épisodes du podcast. À propos de prochains épisodes du podcast, celui de la semaine prochaine sera un retour d'expérience d'un client en Belgique qui travaille dans le monde des studios de radio et de l'enregistrement du son en fournissant des consoles de mixage virtuelles dans le cloud. Je vous raconterai tout ça et ils vous raconteront tout ça surtout la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast AWS en français. Merci d'avoir écouté cet épisode. Rendez-vous vendredi prochain et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.